Bonjour et bienvenue pour notre émission sur la télé de Lyon, La Tribu Digitale, l'émission 89% féminine. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2023 et je vous souhaite tous mes bons vœux. Et toute l'équipe est également ravie de vous retrouver puisque nous avons Sandra en coulisses qui est toujours présente et également Nolwenn. Alors bonjour Nolwenn, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Et je vois que tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui. Oui, tout à fait Nathalie. Donc bonne année à toi et puis bonne année à tous ceux qui nous regardent. Je vous souhaite que tous vos projets professionnels se réalisent. Et en effet, je suis accompagnée aujourd'hui d'Elfie, lutin freelance venue en direct du pôle Nord, qui est actuellement fatiguée de sa mission et qui est en reconversion professionnelle à la télé de Lyon. Donc il va nous accompagner toute la durée de l'émission pour apprendre sur le métier. Génial. Alors bienvenue Elfie. Alors malheureusement, on ne va pas faire une émission dédiée au pôle Nord ou à la gestion du Père Noël. Mais par contre, pour cette première émission de l'année, nous allons recevoir nos 11% d'hommes, puisque nous sommes qu'à 89% en fait féminines. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de parler du RGPD avec Jérôme Caille, que nous accueillons tout de suite sur le plateau. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour Jérôme. Alors, ravi de t'accueillir en fait sur le plateau de la télé Lyon. Tu es le premier homme finalement à venir témoigner sur notre émission 89% féminine. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, RGPD, c'est un acronyme qui fait un peu peur. On ne comprend pas forcément tout. Mais avant de rentrer vraiment sur le sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et surtout ce qui t'a amené à créer ton activité, puisque je sais que tu travailles aussi chez toi pour pouvoir gérer au mieux ta vie de famille. Exactement, c'est l'avantage de travailler à domicile. Écoute, pour faire très rapide, j'ai d'abord travaillé dans des grands groupes où j'ai connu tout ce qu'on peut connaître dans les grands groupes, en particulier parfois les relations un peu difficiles avec les individus, les luttes de pouvoir, etc. Ensuite, j'ai rejoint des startups américaines où j'ai vu aussi une autre facette de la vie en entreprise, où on essore les commerciaux, le carnet d'adresses, voilà. Et puis finalement, en 2018, j'ai fait une reconversion. Donc, j'ai eu plutôt d'abord un parcours marketing et commercial. Et ensuite, je me suis dit, la donnée personnelle m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc, j'ai suivi une formation au CNAM pour devenir délégué à la protection des données. Et j'ai créé en même temps mon activité que j'exerce en effet à domicile, et ce qui présente de nombreux avantages. La flexibilité au niveau du temps de travail. Ma fille qui est souvent malade, ça me permet aussi de l'accompagner régulièrement, faire ses examens, l'emmener à l'école et faire tout ce qui doit être fait à la maison, tout en n'oubliant pas ses clients, évidemment. Bien sûr. Et le RGPD, c'est quand même un sujet d'actualité, je dirais, depuis 2018. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le RGPD et qu'est-ce que ça consiste, en quoi ça consiste? Bien sûr. Déjà, RGPD, c'est un sigle, donc ça veut dire Réglementation générale sur la protection des données personnelles. C'est un règlement européen, ça veut dire qu'il s'applique de fait à tous les pays européens. Donc, on n'a pas le choix, il faut l'appliquer. Je dirais que pour nous, Français, c'est pas une nouveauté quand même, parce qu'on avait déjà une loi qui s'appelait la loi informatique et liberté, qui grosso modo contenait à peu près la même chose que dans le RGPD. Donc, en résumé, la grosse différence du RGPD par rapport à la loi informatique et liberté, c'est que maintenant, toutes les entreprises, toutes les organisations dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne, doivent suivre les mêmes règles. Et aussi, les entreprises qui sont pas dans l'Union européenne, mais qui vendent des produits ou des services à des citoyens européens, eux aussi doivent respecter cette réglementation. Donc voilà, en gros, et donc l'idée, c'est de protéger les données personnelles quand on s'abonne à un service, quand on utilise un téléphone, dans la vie de tous les jours, en fait, il y a de multiples occasions de confier nos données personnelles à des tiers. Et on doit avoir confiance en ces tiers et on doit s'assurer que ces tiers ne font pas n'importe quoi avec nos données personnelles. Et donc, cette réglementation vient encadrer la manière dont les tiers doivent traiter nos données personnelles pour qu'elles ne se retrouvent pas éparpillées dans la nature et qu'on en fasse un peu n'importe quoi. D'accord, c'est vrai qu'effectivement, on parle beaucoup
on va dire, de l'or noir du 21e siècle, hein, avec les données et de la bataille des entreprises pour avoir un maximum de données sur les personnes pour pouvoir les connaître et ensuite adapter le marketing, adapter la vente, etc. Mais est-ce que ce règlement, il s'applique vraiment à toutes les entreprises? Je m'explique, admettons, je suis un petit entrepreneur, donc soit je suis un solopreneur, soit je suis un petit commerçant dans un petit village. Est-ce que moi aussi, je dois appliquer et mettre en œuvre ce règlement, ou est-ce que finalement, c'est pas vraiment obligatoire parce que je suis tellement petit que je risque pas grand-chose? Alors, il y a une réponse courte et une réponse longue. Donc, la réponse courte, c'est oui, ça s'applique à tout le monde. Et la réponse longue, que je vais essayer de faire quand même relativement courte, c'est que dans le RGPD, il peut exister des exceptions. Par exemple, il y a des endroits où on dit les entreprises ou les organisations de moins de 250 salariés ne sont pas concernées. Mais en fait, quand on regarde les exceptions, la manière dont elles doivent être appliquées, en fait, on se rend compte que tout le monde est concerné et qu'il faut absolument respecter ce règlement. L'exception dont je parlais, c'était notamment pour la mise en place d'un registre des activités de traitement. C'est quelque chose qu'on doit faire à peu près tous. Voilà. Et en effet, qu'on soit un petit commerçant, un consultant à domicile, ou bien une plus grosse entreprise, on doit se préoccuper de la protection des données personnelles et ne pas oublier que les données personnelles peuvent être dématérialisées, parce que tous les jours, on est sur Internet, voilà, on confie nos données, on a des cookies, on remplit des formulaires, il se passe plein de choses avec nos données personnelles, mais ça concerne aussi les données personnelles qui ne sont pas informatisées. C'est-à-dire que si on tient une liste de clients à jour à qui on veut envoyer régulièrement des courriers, même des courriers postaux, pour leur annoncer les ouvertures de nouveaux magasins, les promotions, etc. Et ça aussi, ce sont des traitements de données personnelles qu'il faut protéger. Donc son carnet où on met les adresses de ses clients, on ne le laisse pas en évidence sur le comptoir, vaut mieux le mettre dans un tiroir qui ferme à clé, par exemple. Et je pense aussi, on oublie souvent ce point-là, mais on parle souvent donc des données personnelles comme l'email, l'adresse postale, le nom, le prénom, mais par exemple, une plaque d'immatriculation, c'est aussi une donnée personnelle puisqu'on peut retrouver le propriétaire d'un véhicule grâce à la plaque d'immatriculation, ou une signature électronique, c'est aussi en fait une donnée personnelle et on n'y pense pas forcément. Oui, alors c'est vrai que c'est important de commencer par expliquer ce qu'est une donnée personnelle. Donc une donnée personnelle, c'est ce qui permet d'identifier une personne, soit directement, soit indirectement. Donc directement, le nom, le prénom, l'adresse email, quand l'adresse email est explicite, ça identifie directement une personne. Mais en effet, comme tu l'as dit, on peut avoir aussi des moyens indirects pour identifier une personne. La plaque d'immatriculation, un identifiant, un numéro de commande, une coordonnée GPS, tout ça, ça peut permettre d'identifier quelqu'un sans forcément la nommer. Mais malgré tout, ça identifie la personne. Un cookie qui est déposé sur un ordinateur, même si c'est une suite de chiffres et de lettres, ça identifie indirectement une personne. Et donc tout ça, ce sont en effet des données personnelles. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à protéger en tant qu'entrepreneur. C'est tout ça. Et puis surtout, une fois qu'on a compris ce qu'est une donnée personnelle, parce qu'en effet, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que je traite des données personnelles? Parce que si je traite pas de données personnelles, je suis pas du tout concerné par le RGPD. Donc, c'est bien de se poser cette première question-là. Et ensuite, la deuxième question, c'est une fois qu'on a compris qu'on traite des données personnelles, il faut identifier quels sont les traitements qu'on applique sur ces données personnelles. Un traitement, c'est quoi? Je consulte, le simple fait de regarder un endroit où il y a des données personnelles, c'est un traitement de données. Le simple fait de collecter de la donnée, si j'ai un petit site web sur lequel je mets un formulaire de contact, je collecte de la donnée. Donc ça, c'est un traitement de données personnelles. Si une fois que j'ai collecté ces données, je les organise, je les classe, je les trie, je les envoie à quelqu'un d'autre, le fait d'envoyer, de trier, de classer, ce sont aussi des traitements de données personnelles. Même la destruction, en soi, c'est un traitement de données personnelles. Donc, il faut se poser la question de est-ce que je traite des données personnelles et qu'est-ce que je fais avec ces données personnelles? Et ensuite, se dire, est-ce que j'en ai pas collecté trop par rapport à ce dont j'avais besoin? Le RGPD a tout un ensemble de principes associés, dont le principe qu'on appelle la minimisation, c'est-à-dire que je ne dois traiter que le strict nécessaire pour faire ce dont j'ai besoin. Si je collecte des données en plus au cas où j'en aurais besoin, non, il faut pas le faire. On les collectera le jour où on en aura besoin. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait les traitements, on doit se poser la question de pendant combien de temps je garde la donnée? Est-ce que j'en ai besoin pendant 10 jours, 1 mois, 3 ans? Et donc, on définit des durées de conservation. Et une fois que ces durées de conservation sont atteintes, on doit
détruire la donnée puisqu'elle n'est plus supposée rester dans mon fichier, par exemple. D'accord, ah oui, donc il y a tout un suivi finalement en fonction de est-ce que j'en ai besoin pour la prospection, est-ce que j'en ai besoin pour le suivi de mes clients ou est-ce que j'en ai besoin par exemple pour mes employés, etc. Et lorsque j'en ai plus besoin, j'ai l'obligation de la supprimer. Exactement. Et c'est pour ça que le RGPD impose aux organisations de mettre en place un registre des traitements dans lequel, en fait, on va se poser la question, on se fait une espèce d'auto-évaluation soi-même de quelles sont les données que je traite. Dans le registre, c'est ni plus ni moins que ça. On liste les données qu'on traite, on définit les durées de conservation, on liste les éventuels prestataires qu'on va appeler des sous-traitants à qui on va confier certains traitements. Par exemple, si j'installe Google Analytics sur mon site web pour mesurer l'audience de mon site, Google Analytics est un sous-traitant pour moi. Et donc, on doit le lister dans le registre. On doit se poser la question si les données personnelles restent en Europe ou si elles sortent de l'Union européenne. Parce que si elles sortent de l'Union européenne, je dois mettre en place des garanties juridiques particulières, signer des contrats, en fait, qui vont apporter certaines protections sur ces données-là. Et puis, bien sûr, le gros morceau important, c'est de se poser la question de la sécurité. C'est-à-dire que c'est à ça que sert le RGPD, c'est de sécuriser les données. Et donc, on doit mettre en place des mesures de protection qui peuvent être soit juridiques, des contrats, soit organisationnelles, c'est-à-dire des procédures. Voilà, j'ai collecté une donnée, à qui je la fais suivre, dans combien de temps je dois la supprimer, qui est en charge de faire ça, c'est les procédures. Et puis, des mesures de protection techniques. Donc, si je suis sur ordinateur, est-ce que j'ai mis mon antivirus? S'il y a un réseau, est-ce que j'ai le firewall? Tout à l'heure, je parlais du carnet qu'on met dans le tiroir et qu'on ferme à clé. C'est une mesure aussi de protection des données. Et donc, tout ça doit être dans le registre parce que si un jour on est contrôlé par la CNIL, qui est donc l'autorité de contrôle française, c'est la première question qu'elle va nous poser. Montrez-moi votre registre des traitements. C'est un peu comme le permis de conduire d'une voiture. C'est un document qu'on garde tout le temps dans la poche, qu'on montre jamais à personne, sauf quand on nous demande de le faire. Et quand on nous demande de le présenter, il faut qu'on l'ait sur soi. Si on l'a pas, c'est un petit souci. Ça peut être embêtant. C'est du vécu ou... Non, mais j'imagine. Voilà, le registre des traitements, c'est pareil, c'est le permis de traiter des données personnelles. Et si on nous demande de le produire, il faut être en mesure de le produire. Sinon, on risque des sanctions. Qui peuvent être soit financières ou soit dans un premier temps simplement des rappels à l'ordre ou même des mises en demeure qui parfois peuvent être rendues publiques parce que la CNIL aime bien éduquer le marché, montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et quand elle trouve un comportement mérite d'être montré en exemple pour que les autres ne fassent pas la même chose, manque de bol, ça tombe sur nous, mais on est pris en exemple et on est mis en demeure. Donc peut-être qu'on n'a pas de sanctions financières, mais par contre on a un petit problème de réputation parce que d'un seul coup tout le monde est au courant de ce qu'on fait pas bien. J'ai une petite question, si je peux me permettre, Nathalie. Tu parlais tout à l'heure du permis de conduire. Si on est pris, justement, on est arrêté et qu'on ne peut pas présenter son permis de conduire, en général, on a 48 heures pour se présenter à la gendarmerie. Je pense que c'est la règle. Alors, je suis tombée sur un gendarme particulièrement gentil. C'était du vécu. Donc. Oui, là, pour moi, c'est du vécu. C'est pour ça que je suis restée silencieuse. Voilà. Est-ce que, dans le cas, justement, d'un contrôle, est-ce qu'on a également un délai pour se mettre en conformité? Si, par exemple, voilà, je suis solopreneur, j'ai un contrôle demain, je n'ai pas mon registre. Est-ce qu'on me laisse un petit délai pour me mettre, pour produire ce document? Tout à fait. Déjà, les contrôles, on s'imagine quelqu'un qui débarque à la maison, qui tape à la porte et qui demande d'ouvrir des choses. Alors, ça existe, c'est le contrôle sur site. Mais un contrôle n'est pas forcément sur site. Ça peut être simplement un contrôle sur pièce. C'est-à-dire que les contrôleurs à la CNIL visitent, par exemple, le site web, se disent tiens, là il y a des choses qui vont pas, il faut qu'on leur pose des questions, et on reçoit un courrier avec une liste de questions. Merci de nous expliquer comment vous faites ceci, est-ce que vous avez votre registre, etc. Ils posent tout un tas de questions auxquelles il faut savoir répondre. Alors souvent, quand on ne s'est jamais posé de questions sur les données personnelles, on voit les questions arriver, on comprend rien, et du coup on est un peu pris au dépourvu. Moi ça m'est arrivé, j'ai accompagné un petit client qui gérait une salle de yoga, donc on s'imagine pas qu'un client comme ça va être contrôlé par la CNIL. Ils ont reçu un contrôle sur pièce, ils étaient un peu dépourvus, donc je les ai aidés en fait, d'une part à mettre en place tous les documents obligatoires qu'ils n'avaient pas mis en place parce qu'ils savaient pas que ça existait, et d'autre part à répondre à ce courrier de la CNIL. Et ensuite, donc ils ont adressé les réponses. Il n'y a eu jamais aucune suite parce qu'en fait, la CNIL a compris que finalement tout était en ordre, ils ont bien fait ce qu'il fallait. Et ça s'est arrêté là. Donc ils avaient, je crois, alors je sais plus le délai exact, mais je crois que dans leur cas, ils avaient 30 jours pour produire les pièces.
Donc voilà. Alors 30 jours, ça peut paraître long, mais court en même temps si on ne sait pas bien Si on les a traiter pas, le les sujet. pièces, et qu'il faut les faire, Voilà. ça peut être un petit peu court, effectivement. Exactement. On peut avoir des nuits très, très courtes Et pour c'est ça. rattraper les pièces non faites. C'est ça. Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à des petits commerçants, à des solopreneurs. Quels seraient en fait tes conseils pour être à minima à jour sur la partie RGPD en cas de contrôle, mais aussi sur la prévention finalement des données que l'on récupère auprès de ses clients ou de ses prospects pour éviter aussi tout problème finalement avec un consommateur final. Déjà, la première chose, c'est de prendre conscience du fait qu'on traite ou pas des données personnelles. C'est vraiment le point de départ. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, je dirais que la première mesure que je conseillerais d'appliquer, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que on doit se poser la question de comment on va traiter les données, comment on va les sécuriser. Je parlais une fois de plus du petit calepin qu'on range dans le tiroir, c'est du bon sens. On va pas laisser. Alors ça paraît pas forcément dangereux en soi, un calepin avec des adresses dessus. Si je reprends un exemple personnel, moi j'ai été victime il y a quelques années d'usurpation d'identité. Et j'avais juste laissé traîner une carte de visite probablement sur un salon, donc a priori rien d'anormal. Quelqu'un a pris ces éléments-là, a fabriqué une fausse carte d'identité avec que des éléments qui étaient sur cette carte de visite et rien de personnel, ce qui a été plutôt une chance pour moi parce que s'ils avaient eu ma bonne taille, ma bonne couleur d'yeux, etc., et ben, mes bons prénoms aussi, parce que j'ai d'autres prénoms que simplement Jérôme, et ben, ils auraient pu fabriquer une carte d'identité qui ressemble vraiment à moi, et j'aurais pu être bloqué, par exemple, à la Banque de France, fichier Banque de France. En l'occurrence, ils avaient fait plein de crédits partout. Donc, j'ai été contacté un jour par un huissier en disant que je devais plein d'argent, que je devais pas, mais on croyait que c'était moi. Et j'ai pu prouver que c'était pas moi. Voilà. Mais tout ça pour dire que le point de départ, c'est il suffit d'un nom, d'un prénom, d'une adresse pour commencer à détourner une identité de personne. Donc, quand on sait qu'on traite des données personnelles, ça y est, on en a pris conscience. Eh ben, on applique du bon sens et on essaie de protéger le mieux possible ces données. Après, tout à l'heure, je parlais d'un registre. Donc ça, c'est une espèce de... C'est un petit peu embêtant à faire, faut reconnaître. Quand même, par chance, la CNIL n'est pas qu'un gendarme méchant. Ils font plein de choses très bien. Ils font plein de webinaires, il y a plein de vidéos, il y a plein de tutos et d'aides sur leur site web. Donc, je conseille d'aller sur le site de la CNIL. Le site est top, effectivement, pour avoir beaucoup d'informations très pédagogiques et même voilà, savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Et en l'occurrence, sur le registre, ils proposent un exemple de registre en format Excel qu'on peut télécharger et qu'on peut remplir pour faire son propre registre. Donc déjà, on peut aller récupérer ce document-là. On peut se poser aussi la question de est-ce que je suis responsable du traitement ou sous-traitant? Alors c'est un peu technique, mais en gros, si je suis responsable du traitement, c'est moi qui ai décidé qu'il fallait collecter des données. C'est moi qui ai décidé des raisons pour lesquelles on collectait des données. Alors si je suis sous-traitant, c'est quelqu'un qui me demande juste de faire quelque chose pour lui. Par exemple, si je veux développer une application mobile et que je ne sais pas le faire, je vais faire appel à un sous-traitant qui, lui, sait développer son application mobile. Et peut-être que lui va être amené à traiter des données personnelles pour moi. Et donc, il y a une relation de sous-traitance qu'il faut encadrer par un contrat. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir si on est sous-traitant ou pas. Il faut définir des durées de conservation. Ça sert à rien de garder les données ad vitam aeternam. Si, par exemple, on a un fichier commercial, si on a des contacts à qui on n'a jamais parlé depuis 3 ans, a priori, ils ne servent plus à grand-chose, ces contacts-là. Donc, il vaut mieux les sortir du fichier. Ça nettoie le fichier. Et en plus, ça permet de respecter des durées de conservation. Parce que dans l'exemple précis du commercial, il faut garder les données pendant 3 ans, par exemple. Il faut mettre en place donc des procédures pour respecter un petit peu tout ce qu'on a défini. Mettre en place bien sûr des mesures de sécurité, c'est quand même le plus important. Il faut sécuriser la donnée personnelle. Et puis, si on est dans des cas un peu spécifiques, il peut être nécessaire de faire appel à un délégué à protection des données. Mais là, c'est vraiment sur des cas très particuliers. Si on traite des données sensibles, par exemple, on n'a pas le choix. Il faut avoir un délégué à protection des données. Ou si on traite des données de manière automatisée à grande échelle, là aussi, il faut avoir un délégué pour être accompagné. Et puis, le truc qui est très important, c'est de respecter aussi la transparence vis-à-vis des individus. C'est-à-dire que si on traite des données de quelqu'un, les gens doivent le savoir. Et on ne doit pas le faire sans le dire aux gens. Donc, il faut être transparent. Si, par exemple, un jour, vous envoyez un email à quelqu'un qui figure dans votre fichier, vous devez, en pied de page de l'email, expliquer pourquoi la personne reçoit le message.
parce que vous faites partie de mon fichier ou parce que vous m'avez laissé, vous avez rempli un formulaire sur mon site web ou parce que vous êtes venu me voir sur un salon. Il faut donner la raison pour laquelle on est en relation avec cette personne. Il faut être transparent. Et donc, si on a un petit site web, il faut avoir une petite politique de protection des données dans laquelle on explique tout ce que je viens de dire, pourquoi on traite les données, pendant combien de temps on les garde, est-ce qu'on fait appel à des sous-traitants, est-ce qu'on envoie la donnée à l'extérieur de l'Europe, etc. Il faut être transparent. Donc, si on respecte tous ces points-là, on a de grandes chances déjà de faire les choses assez proprement et de ne pas être trop embêté par quiconque. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Jérôme, pour, on va dire, ces premiers conseils. On va te retrouver juste après Sandra, parce que là, aujourd'hui, Sandra va nous parler du RGPD. Peut-être pas tout à fait. A priori, je suis pas sûre qu'elle sache exactement ce que c'est, mais on va voir. Pas tout compris. Elle a l'air en panique. On va voir ça. On la retrouve tout de suite. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Alors, est-ce que je connais le GRPD? Évidemment. Ok Google, dis-moi ce que veut dire GRPD. Nous n'avons pas compris votre demande. GRPD pour les nuls. J'ai trouvé quelque chose. Correspond en droit français à toute information relative à une personne physique identifiée ou les cookies là, les trucs là, à chaque fois qu'on va sur un site, paf, cookies. Moi je suis pas sûre que ça soit très GRPD tout ça. Je suis pas certaine. Ouais. Alors moi par exemple, qui suis en micro-entreprise, je suis pas concernée par le GRPD. Ah si, je suis concernée. Le micro-entrepreneur doit être en mesure d'informer ses clients qu'il maîtrise totalement les informations personnelles collectées. Et ce registre, il sert à quoi et on le donne à qui? Et les factures, ça fait partie du GRPD? Je suis pas prête du tout pour le GRPD là. Et oh Sandra, c'est pas GRPD, c'est RGPD. Bon Nathalie, Nolwenn, j'avoue, honnêtement, j'y comprends rien au RGPD. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Bon, on retrouve effectivement Sandra qui, a priori, n'a pas très bien déjà compris l'acronyme, puisque c'est bien RGPD et pas GRPD, donc RGPD, règlement. Alors justement, Nolwenn, je crois que dans ta chronique, nous avons quelques petits conseils complémentaires à tout ce que Jérôme nous a donné. Exactement. Ben, c'est parti. On y va. Alors Sandra, ne t'inquiète pas. Jérôme nous a donné plein d'informations. Je vais essayer de résumer en 4 étapes, une méthodologie simple pour te mettre en conformité. Alors n'hésite pas, Jérôme, à m'interrompre si jamais. C'était un prêt à buzzer. Oui. Ne me jette rien quand même, mais si tu veux ponctuer d'exemples pour pouvoir illustrer mon propos, n'hésite pas. Donc les 4 étapes que je te conseillerais, Sandra. Premièrement, c'est faire le tri dans tes données. Deuxièmement, respecter le droit des personnes. Troisièmement, sécuriser les données. Et en dernier, constituer un registre de traitement des données dont tu nous parlais tout à l'heure. Jusque-là, c'est bon? 20 sur 20. Allez, on continue. Mais avant toute chose, il faut identifier les endroits où vous collectez vos données. Site web, carte de fidélité, en magasin, formulaire de consentement, etc. Formulaire de prise de rendez-vous aussi, puisqu'on laisse des informations. Donc, identifiez tous les lieux où vous allez collecter les données. Est-ce que vous les collectez aussi via votre équipe commerciale, via votre équipe de prestataires, en direct, etc. Donc, on va faire ce travail de recensement dans un premier temps. Première étape, donc je vous l'ai dit, faire le tri dans vos données. Donc, c'est la fameuse étape de minimisation dont tu parlais tout à l'heure. Donc, on va collecter des données qui sont utiles et qui sont pertinentes. Par exemple, si on travaille avec une entreprise d'outillage professionnel dans le B2C, dans le B2B, inutile de collecter, je vais y arriver, je suis perturbée par toutes ces données. Je crois que c'est Elfie, il y a trop de données. Oui, c'est Elfie aujourd'hui. Il y a tellement de données que ça bug dans mon cerveau. Donc, on va collecter des données qui doivent être pertinentes. Donc, si on demande, par exemple, la date d'anniversaire à nos clients en B2B, on ne pourra pas le justifier en cas de contrôle puisqu'on ne va pas leur envoyer de carte d'anniversaire, etc. Donc, ça ne se justifie pas. Sauf s'il y a une bonne raison de le faire, par exemple, pour offrir un petit cadeau, mais dans ce cas-là, il faut l'annoncer au départ. Il faut expliquer pourquoi on collecte la date. Exactement. Étape numéro 2, respecter le droit des personnes. Donc, on en parlait tout à l'heure. Les clients, les prospects doivent pouvoir supprimer
leurs données personnelles. Donc ça peut être par exemple dans les emails marketing d'insérer un lien de désabonnement dans le pied de page. Bien sûr, ça doit être une démarche simple. S'il faut remplir un formulaire, cliquer ici, être envoyé là-bas, il faut que ce soit simple. Et puis, si les personnes veulent supprimer leurs données, on doit pouvoir le faire dans un délai raisonnable de 30 jours. Et puis, il faut pouvoir aussi apporter des preuves de cette suppression. Donc, il faut aussi garder des preuves. Ça peut être un logiciel, par exemple, logiciel ActiveCampaign, où on peut avoir une trace justement des abonnements et désabonnements des données. Ensuite, l'étape numéro 3, sécuriser les données. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec le petit calepin, etc. Mais par exemple, quand on est solopreneur, on a tendance à noter un numéro sur un post-it, sur une carte de visite, et on peut laisser traîner tout ça. Donc, la première étape, c'est de capitaliser ces données, de les insérer dans un tableau Excel, par exemple, qui va être accessible avec un mot de passe. Donc, ça, c'est une première étape pour sécuriser. On parlait tout à l'heure des petites fiches en magasin. Je vais prendre par exemple Nathalie, qui est cliente de Madame Dubois, pâtissière. Donc, Madame Dubois note régulièrement le nom de Nathalie, l'adresse pour les livraisons. Également, elle a souligné en gras, en fluo, avec le supplément chantilly à chaque commande. Donc, mais là, est-ce que, par exemple, je viens de révéler des données sensibles à toute la France, Jérôme, est-ce que je m'expose à des sanctions? Ça va, alors, je peux continuer. Au sens du RGPD, ce ne sont pas des données sensibles, parce que les données sensibles, c'est par exemple des choses en rapport avec la santé. Donc, si tu avais rajouté sur la fiche allergique au exactement. Là, on on commence à arriver sur de la donnée sensible. D'accord, merci pour cette précision. Il faut être encore plus vigilant sur ces données-là. Il faut même demander l'autorisation à la personne pour avoir le droit de les traiter. Est-ce que Madame Dubois, Madame Dubois, vous m'autorisez à indiquer ça sur ma fiche parce que ça me permettra de ne pas faire d'erreur la prochaine fois. Exactement, merci pour cette précision. Et bien justement, Madame Dubois, la pâtissière, doit consigner cette petite fiche dans un tiroir fermé à clé, dans une petite boîte, justement pour protéger les données gourmandes de Nathalie Grimaud. Je vais recevoir plein de gâteaux à la chantilly. Nolwenn, si j'ai pris 10 kilos à la prochaine émission, ce sera de ta faute. Voilà, tout à fait, mais j'assume. Et puis la quatrième étape, on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux registre de traitement des données qui peut faire peur. On a l'impression que c'est exhaustif, que c'est un travail de fond, etc. Bien sûr, il faut s'y tenir, il faut être régulier, mais ça peut être, je pense aussi pour un solopreneur, tout simplement un tableau Excel où on va consigner les données qu'on collecte, à quel moment on les collecte, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, à quel moment on les collecte, quel est l'usage qu'on veut en faire. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui sont capitales justement pour un solopreneur ou est-ce que ces 3 items sont suffisants? Déjà, en effet, tu as raison, un document Excel est tout à fait suffisant. Oui. C'est d'ailleurs le modèle que propose la CNIL. Oui. Je rajoute aussi un élément que j'ai pas précisé, mais quand on dit quelles sont les données que je collecte dans ce registre, on va pas mettre la liste complète de nos clients. On va dire juste je traite des noms, des prénoms, des adresses email. C'est les types de données qu'on collecte. Voilà. Et donc, dans ce qu'on doit mettre dans le registre, il y a en effet les données qu'on collecte, les durées de conservation, l'éventuel recours à des sous-traitants, les mesures de sécurité qu'on applique sur ces données, l'éventuel envoie des données en dehors de l'Union européenne et dans certains cas plus élaborés, il peut y avoir plusieurs responsables du traitement. Donc, si jamais c'est le cas, on doit indiquer avec quelle autre entité je traite conjointement les données personnelles. Voilà. D'accord. Et puis, idéalement, on met une petite date de mise à jour en haut de la fiche. Comme ça, on sait, quand on y retourne, que ça fait quelques mois qu'on n'a pas mis à jour et qu'on sera bien inspiré de le faire. Bon, 1 ou 2 mises à jour par an suffisent. Ouais. On peut bien sûr, s'il y a un gros changement dans la boîte, un changement de base de données, par exemple, ou de logiciel, là, bien sûr, on remet, on réactualise, mais 1 ou 2 fois par an suffit. Et souvent, ça fait appel à une nouvelle fiche dans le registre parce qu'il y a un nouveau traitement. Ok, merci. Bon, on a parlé des 4 étapes, mais on peut aller encore plus loin. On parlait tout à l'heure des sites Internet. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'obligations. On a parlé de la politique de confidentialité qui va être accessible. Également, il faut mettre à disposition vos CGV ou CGU, le bandeau des cookies dont on parlait tout à l'heure. Et Sandra se posait la question de l'utilité des cookies et bien sûr un formulaire de consentement qui doit être aussi à disposition. Enfin, si vous voulez vous tenir au courant de l'évolution de la collecte des données, vous mettre à jour, vous pouvez contacter Jérôme ou un DPO pour vous renseigner et puis suivre, comme on l'a dit tout à l'heure, le site de la CNIL qui foisonne d'idées et où vous pouvez trouver des modèles de documents dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait, on peut même... Les chambres de commerce aussi proposent tout un tas de conseils. Parfois, les syndicats professionnels auxquels on appartient nous donnent aussi des méthodologies spécifiques au métier qu'on exerce. Donc, on peut trouver pas mal d'informations et si vraiment on est complètement dépourvu, en effet,
Vous trouverez mes coordonnées facilement sur Internet. Avec plaisir. Et puis, je termine toujours ma chronique par une citation inspirante. Et puis là, comme c'est le début de l'année et que c'est notre premier invité homme, j'ai décidé de prendre le contre-pied et je vais te demander, Jérôme, quel est ton avis sur cette citation d'Eric Schmidt? Tu me vois venir à faire Google. Seuls les criminels se soucient de protéger leurs données personnelles. Alors, qu'en penses-tu? Tu as 3 heures. On se retrouve après la philo. Non, mais les criminels sont souvent les mieux organisés pour faire tout un tas de choses, y compris les pires. Donc oui, c'est certainement vrai. Mais du coup, face aux criminels, nous-mêmes, on doit aussi se protéger. Hein. Les criminels, en ce moment, les hackers, il y en a un peu partout. Il y a eu encore un hôpital, l'hôpital de Versailles, je crois, qui s'est fait hacker il y a quelques semaines de ça. Donc il faut se protéger, en effet, des criminels qui eux-mêmes sont très bien organisés et savent comment passer dans les trous de souris. Merci beaucoup. Eh ben, merci à tous les deux, en tout cas, pour ce sujet particulièrement juridique, mais important pour toute entreprise. Souvent, on se lance sans le prendre en compte et c'est vrai qu'effectivement, c'est absolument essentiel, déjà pour nos clients, pour protéger nos consommateurs et puis pour nous aussi en cas de contrôle. Alors, merci beaucoup, Jérôme, d'être venu sur le plateau de la télé de Lyon. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Nolwenn, on se retrouve très vite le mois prochain pour un sujet plus lié à la campagne, mais je n'en dis pas plus. Moi non plus, du coup. je préserve le suspense. Merci à Elfie, qui est venue apprendre pour sa reconversion professionnelle. Et puis, je vous retrouve en fait très vite sur donc la télé de Lyon pour l'émission de la tribu digitale 89% féminine dès le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi, soirée. Vous pouvez bien évidemment voir l'émission sur la chaîne YouTube de la télé Lyon, le site internet de la télé Lyon et également la page Facebook. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous poser vos questions sur l'adresse mail émission@la-tribu-digital.fr. Nous nous ferons un plaisir avec Nolwenn de vous répondre et pourquoi pas d'insérer dans une prochaine émission une réponse en temps réel sur la fin d'une émission à venir. Très belle journée à chacun et à très vite.